Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée au défi de l'immobilier qui vous est proposé par Le Bon Coin depuis le salon Rent. Alors l'immobilier, un secteur évidemment ultra dynamique. On devrait de nouveau être sur des transactions records en fin d'année. On était à 1 300 000 fin mai dans l'ancien selon l'indice notaire INSEE. Un secteur dont les cartes ont été évidemment rebattues, elles aussi par la crise sanitaire avec les confinements. Eh bien les envies des Français évoluent aujourd'hui. Pour répondre à leurs attentes, les professionnels doivent eux aussi s'adapter. Ils ont besoin de recruter, mais leurs offres ont parfois du mal à être pourvues. Pour en parler avec moi sur ce plateau, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir 3 experts. Aurélien Flamand, directeur du département immobilier du Bon Coin. Bonjour. Bonjour Valérie. Aurélie. À ses côtés, Pauline Roche, directrice du marché emploi du Bon Coin. Bonjour. Bonjour Aurélie. Et Valérie Bouin, journaliste et créatrice du podcast Ciao Paris. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors on va commencer justement par parler de l'emploi. On parle beaucoup des tensions qui existent sur le marché du travail et l'immobilier ne semble pas échapper à cette tendance. Pauline, justement, vous êtes la spécialiste de toutes ces questions emploi au Bon Coin. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que fait le Bon Coin en termes d'emploi ? Donc, le Bon Coin Emploi est un leader sur le marché du recrutement. Nous mettons en relation les candidats et les recruteurs. L'année dernière, nous avons accompagné plus de 100 000 entreprises dans leur projet de recrutement et dans leur recrutement pour déployer leur activité et donc accélérer la reprise suite au Covid. Nous avons également accompagné 800 000 Français à trouver leur nouveau métier l'année dernière. Donc, c'est vraiment important pour nous et c'est notre mission d'accompagner les candidats et les recruteurs dans ce matching entre les profils. Alors Aurélien, justement, vous qui êtes spécialiste pour le coup plus de l'immobilier, comment est structuré le marché immobilier mais côté employeur cette fois ? Il y a une accélération spectaculaire en fait. C'est-à-dire que le recrutement a toujours été un sujet, mais en l'espace de 5 ans, on voit qu'on a plus 25% de pros dans l'immobilier. Plus 25% ? Plus 25% en 5 ans. Avec la dynamique des réseaux de mandataires qui se sont significativement développés sur le marché français, les réseaux de franchise qui se sont aussi beaucoup développés. Ce qui fait que l'enjeu aujourd'hui, c'est à la fois d'aller capter les bons profils et beaucoup des profils commerciaux, bien évidemment. Mais il y a le sujet de la marque employeur. Comment je vais créer de la préférence sur mon réseau plutôt que sur un autre réseau. Et donc aujourd'hui, ce sont tous ces sujets-là qui sont devenus des sujets essentiels au même titre que les sujets quotidiens d'acquisition ou de mandat. Alors Pauline, de quel type de poste est-ce qu'on parle ? Parce que là, Aurélien citait les commerciaux, mais j'imagine qu'il y en a d'autres aussi. En fait, les métiers dans l'immobilier sont très variés. Nous, ce que l'on constate sur le Bon Coin, c'est que c'est principalement des temps pleins, déjà, plutôt que des saisonniers qui sont recherchés. C'est aussi des profils, justement, franchisés, indépendants. Donc, c'est des profils encore différents pour accompagner le développement des réseaux. Et c'est principalement des métiers commerciaux. Donc, les conseillers en immobilier, mais aussi les promoteurs, les administrateurs de biens, mais principalement le métier de commercial qui est difficile à pourvoir en ce moment, et notamment dans l'immobilier. Alors Aurélien, est-ce que ça peut être des postes qui sont peut-être ouverts à la reconversion professionnelle par exemple ? Alors tout à fait. Et parce que le marché de l'immobilier, c'est un des marchés qui offre ces possibilités-là. Donc on a effectivement énormément de professionnels qui deviennent des professionnels de l'immobilier parce qu'à un moment donné, ils veulent prendre un virage dans leur carrière. Et l'immobilier offre cette possibilité-là. Et c'est vrai que sur le Bon Coin, on retrouve aussi bien des annonces pour aller retrouver des profils très commerciaux de terrain, mais on retrouve aussi des annonces pour aller chercher des futurs patrons d'agence. Donc des profils plutôt cadres supérieurs et souvent avec du bagage, avec de l'expérience. J'imagine, Pauline, qu'on ne les recrute pas de la même façon. Un directeur d'agence et un commercial, ce n'est pas tout à fait la même chose. Comment ça se traduit, vous, chez vous ? Donc, en fait, c'est dans le cadre de la réorientation professionnelle. Donc, il y a les différents types de profils qui sont difficiles forcément et des outils différents pour les trouver. Mais il y a aussi, dans le cadre de la réorientation professionnelle, un accompagnement différent. Le premier point, c'est que quand on est en réorientation professionnelle, on est en situation d'instabilité. On a envie, mais on ne sait pas trop, etc. Donc, il y a tout un aspect de marque employeur dont parlait Aurélien qui est très important. C'est-à-dire que les réseaux qui veulent attirer des nouveaux mandataires et des nouveaux directeurs d'agence, etc., ils ont besoin de rassurer sur la marque employeur et aussi sur l'accompagnement que ces réseaux vont fournir aux personnes qui se seront réorientées. Donc ça, c'est très important de communiquer sur sa marque employeur au-delà de juste l'annonce, on va dire. C'est vraiment de communiquer plus largement. Et nous avons aussi une catégorie formation professionnelle au sein du Bon Coin Emploi pour justement accompagner aussi les candidats pour qu'ils puissent choisir des formations, bénéficier de formations et derrière retrouver l'emploi qui leur correspond et en étant en réorientation professionnelle.
Et vous les accompagnez comment, ces réseaux, pour qu'ils travaillent justement leur marque employeur? Parce que c'est vrai que c'est un sujet, comment faire la différence? Il n'y a déjà pas beaucoup de candidats, il y a plein de réseaux en face. Comment vous les accompagnez? Donc on les accompagne en développant des supports publicitaire, de communication, justement, pour qu'ils puissent attirer des candidats qui sont en recherche active sur Le Bon Coin, donc qui viennent spontanément sur la catégorie emploi pour trouver leurs candidats. Et aussi, on va les accompagner pour qu'ils soient visibles des candidats qu'on dit passifs, c'est-à-dire qui potentiellement auraient un intérêt, mais n'ont pas encore passé le pas d'aller sur la catégorie emploi et qui se disent, bon, peut-être que si je vois un message d'un réseau, je vais aller voir ce qui se passe, et donc de communiquer sur la marque employeur est très très important. Mais ça doit être difficile, Pauline, de trouver justement les candidats passifs, entre guillemets, ceux qui n'ont pas encore franchi le cap complètement dans leur tête. C'est l'une des forces du Bon Coin, puisque quand on a 29 millions d'utilisateurs qui se connectent tous les mois, donc un Français sur deux, on a la capacité à justement avoir des outils de ciblage pour pouvoir bien les identifier et se dire, on va communiquer. Notamment les agents immobiliers qui passent beaucoup de temps sur Le Bon Coin Immo, eh bien, on va pouvoir communiquer sur la marque employeur sur les réseaux directement au sein de la catégorie Immo du Bon Coin pour pouvoir les attirer et justement créer des vocations, soit créer des changements et avancer. Et c'est valable sur l'Immo, mais aussi sur tous les autres secteurs d'activité. Et j'imagine, Aurélien, que quand on a 30 millions de visiteurs uniques par mois, ça offre un potentiel de ciblage qui est assez énorme. C'est l'énorme luxe qu'a Le Bon Coin en tant que généraliste. C'est ce que je répète à l'envi, mais la force du Bon Coin, c'est d'accompagner les Français dans toutes leurs problématiques du quotidien. L'emploi faisant partie de ces problématiques du quotidien. Donc quand vous avez la possibilité de dire que vous avez un univers qui est dédié au recrutement, qui est notre catégorie emploi, mais qu'en plus de ça, vous pouvez aller chercher les professionnels de l'immobilier dans la catégorie qui leur est dédiée, qui est leur outil de travail. Il y a déjà 15 millions de visiteurs uniques dans cette catégorie-là. Mais que vous pouvez aussi aller chercher certains profils. Je vous parlais tout à l'heure des profils plus cadre, plus CSP+, et que vous pouvez tout à fait les interpeller pendant qu'ils sont en train de chercher une nouvelle voiture. Aujourd'hui, vous n'avez pas de job board qui a une assiette de profils potentiels de 30 millions. Et ça, c'est la spécificité du Bon Coin. Pauline, justement, qu'est-ce qui se passe sur ce marché de l'emploi immobilier depuis le début de l'année là? Vous avez remarqué une accélération aussi? On parle beaucoup des emplois non pourvus, ce que je disais en introduction, mais vous avez l'impression que ça se ressent aussi. Et est-ce que c'est conjoncturel ou structurel dans le marché de l'immobilier? Alors, ce qu'on constate sur le marché de l'immobilier, là, par rapport à 2020, les projets de recrutement sont assez stables. Il y a même une légère baisse sur le marché au global. Et sur Le Bon Coin en particulier, on voit une augmentation des annonces publiées sur Le Bon Coin de plus 31% dans le secteur de l'immobilier. Donc, ça montre bien que tous les acteurs ont besoin d'utiliser des professionnels de l'emploi pour pouvoir recruter beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc, on voit d'un côté un marché qui est assez stable, mais par contre, un usage du Bon Coin pour diffuser les offres d'emploi, mais aussi communiquer massivement, qui est plus fort. Donc ça montre et ça traduit qu'il y a une difficulté à recruter sur le marché de l'immobilier et aussi liée à l'instabilité actuelle. Donc on en parlait, la réorientation professionnelle est très forte pour le marché de l'immobilier, mais face à une situation conjoncturelle qui est un petit peu compliquée, les gens ont peut-être un petit peu plus de mal à passer le cap et à y aller, et donc du coup ont besoin d'être rassurés pour y aller, ce qui fait que ça devient plus difficile de recruter et qu'il faut utiliser Le Bon Coin pour communiquer et pour diffuser les annonces, mais pas que. Justement, du point de vue des candidats, est-ce qu'ils s'en emparent ensuite de ces offres qui sont là, ou est-ce qu'ils ont... Vous avez, vous, des outils, j'imagine, pour faire en sorte que tout ça matche, en fait? Oui, complètement. Nous, on a vu aussi depuis le début de l'année une augmentation significative des candidatures. Donc, sur le marché de l'immobilier, on est à plus 73% de candidatures. Donc, ça marche. La communication fonctionne. Tous les supports qu'on leur donne fonctionnent. Nous avons aussi lancé une CV Tech en début de mois pour pouvoir accélérer le matching. L'avantage d'une CV Tech, c'est que le candidat dit clairement « Je suis intéressé, je suis ouvert à changer d'emploi, contactez-moi ». Alors diffuser une annonce pour une entreprise, c'est j'ai un poste à pourvoir, contactez-moi. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, le matching entre candidat et recruteur. Ça veut dire que vous inversez le process habituel, ou c'est plutôt le candidat qui démarche l'entreprise que l'inverse? On va compléter le process actuel, c'est-à-dire que les recruteurs qui sont normalement dans une situation plus attentiste, parce qu'ils vont communiquer, ils vont diffuser leurs annonces, mais ils ne vont pas pouvoir contacter proactivement le candidat, là ils vont pouvoir le contacter proactivement. Et de l'autre côté, les candidats aussi ont envie d'être contactés proactivement et d'être désirés par une entreprise, c'est-à-dire de ne pas être le seul à postuler à une offre, d'être contacté par une entreprise sur un poste, c'est aussi très agréable, et c'est cette relation qui est aussi importante dans l'emploi.
Évidemment, mais c'est assez flatteur en fait. Quand on se fait démarcher soi-même, tout le monde le comprend, je pense. Exactement. Mais quelle est la part des utilisateurs du Bon Coin qui viennent uniquement sur votre plateforme pour aller chercher un emploi ? Sur le Bon Coin Emploi, on a plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 70% de cette audience ne vient que sur le Bon Coin Emploi pour rechercher un travail. Donc c'est vraiment une audience qu'on appelle exclusive qui est très très forte et qui permet justement aux recruteurs qui utilisent le Bon Coin de les adresser et d'adresser plus facilement les candidats. Alors Aurélien, vous qui êtes sur le pôle plutôt immobilier, comment est-ce que vous interagissez avec les équipes de Pauline ? C'est culturel. C'est-à-dire que ça a toujours été ça dans nos valeurs d'entreprise, c'est que notre organisation, elle doit coller au mode de fonctionnement du site. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez passer d'un environnement à un autre en un clic. Et nous, on a toujours fait en sorte que les différentes équipes commerciales soient premièrement à l'écoute de tous les besoins d'un client, y compris si ce besoin ne fait pas partie de son marché cœur. Parce qu'aujourd'hui, les pros de l'IMO peuvent avoir besoin de recruter, peuvent avoir besoin de faire de la publicité, peuvent avoir plein de besoins. Et surtout de les partager avec les petits copains des autres marchés. Et donc c'est pour ça que là encore aujourd'hui sur notre stand, vous avez toutes les équipes qui sont ensemble, qui se connaissent toutes et qui vont en rendez-vous ensemble. Mais ce qu'on a su nous organiser, c'est qu'elles le font de manière spontanée et qu'elles sont ravies d'apporter une opportunité de proposer des solutions utiles à leurs clients. Et ça, c'est pas forcément vrai dans toutes les organisations commerciales et on est très fiers de ça. Pauline, ça veut dire que c'est culturel en fait, ces synergies entre chacune des verticales ? Oui, c'est culturel parce que nous, ce qu'on veut, c'est accompagner les professionnels. Donc accompagner les professionnels dans tous les domaines qu'on peut couvrir. Et donc l'emploi complète les professionnels de l'immobilier et c'est valable sur tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on a ces mêmes relations avec le secteur de l'automobile pour justement dire, OK, vous êtes un professionnel, quels sont les points qui sont les plus difficiles pour vous et comment nous, on va vous accompagner par de la publicité pour leur marque, par exemple, par de l'emploi et aussi par leur cœur d'activité, donc de l'immobilier, de l'automobile ou encore des biens de consommation ou même des vacances. Et moi, en tant que particulière, j'avais comme image que finalement, le Bon Coin, c'était surtout à destination des particuliers, pas des professionnels. Aurélien, vous me dites, mais non, mais pas du tout en fait. Déjà, on a beaucoup de chance, c'est que sur 30 millions d'utilisateurs quotidiens, il a de grandes chances que nos clients pros soient aussi nos clients partent. Ouais. Oui. Déjà. Mais c'est ce fameux cercle vertueux dont on parle toujours, c'est-à-dire que si on traite bien nos particuliers dans leur expérience utilisateur, ce sera vertueux ensuite pour la manière dont on pourra apporter nos solutions aux professionnels. Donc oui, on est super attachés, c'est une priorité de se poser toutes ces questions pour les pros, bien sûr. Et vous, Pauline, j'imagine que ça vous permet de mieux comprendre aussi les attentes de ces employeurs spécifiques du marché de l'IMO ? Oui, tout à fait, de comprendre les contraintes de leur secteur d'activité et leurs contraintes au quotidien nous permet de répondre davantage à leurs besoins en emploi. Et pour rejoindre Aurélien, quand on dit que c'est culturel, c'est que le Bon Coin que les particuliers connaissent, c'est le Bon Coin à l'intérieur aussi. C'est-à-dire que nous, toutes les valeurs que nous avons, nous les apportons pour les professionnels et nous les apportons pour les particuliers et nous incarnons ces valeurs-là. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qui se ressent dans la relation qu'on a avec le Bon Coin. Vous parliez des contraintes particulières que chacun peut avoir. Quelles sont les contraintes que vous identifiez du côté des employeurs du secteur IMO ? Ouais. Donc la difficulté, c'est de se rendre visible sur les bons candidats, donc d'utiliser, nous, nos outils de ciblage pour pouvoir faire en sorte que les professionnels de l'immobilier puissent rendre visibles leurs offres auprès des candidats qui sont intéressés et de communiquer sur leur marque employeur et d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire en sorte que ce matching se passe très très bien. Justement, comment est-ce que vous faites fonctionner ce matching ? Parce que trouver le bon candidat pour la bonne entreprise et vice-versa, c'est pas évident. Oui, on analyse beaucoup les comportements des utilisateurs et on a des comportements d'utilisateurs qui nous permettent de bien les cibler et de communiquer sur la marque employeur auprès des personnes qui ont un potentiel, un intérêt pour, par exemple, une formation professionnelle ou pour le secteur de l'immobilier, par exemple. Aurélien, quelles sont les attentes que les professionnels du secteur de l'immobilier vous remontent ? Les professionnels de l'immobilier sont des gens très pragmatiques. Donc eux, leurs attentes, c'est de dire j'ai besoin de recruter, donc je veux recruter. D'accord, CQFD. c'est aussi simple en que revanche, ça. Là où j'apporterai une petite nuance, c'est que là, en ce moment, c'est particulièrement pénurique. Alors c'est quand même un truc de dingue, c'est qu'on imaginerait que tous les postes seraient pourvus rapidement, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le principal sujet, c'est aussi de se dire que chaque professionnel, chaque grand réseau immobilier a aussi des valeurs très marquées. C'est quand même une spécificité du marché où les réseaux de mandataires, les réseaux de franchisés incarnent des valeurs qui leur sont très spécifiques. Et ça, il faut vraiment le véhiculer de manière très claire.
il faut que la promesse pour séduire un candidat, elle soit très clairement explicitée pour qu'on se dise je fais ce choix-là plutôt que tel autre choix. Et donc, c'est aussi nous dans la relation commerciale qu'on essaie de bien véhiculer cet élément-là, c'est que vous devez être visible et vous devez présenter votre offre, mais vous devez être extrêmement clair sur la promesse, sur les valeurs, sur qui vous êtes. Et ce mode conversationnel, il n'est pas toujours très intuitif. Ça veut dire que les marques aujourd'hui, elles peuvent prendre la parole chez vous pour aussi expliciter tout leur discours de marque. La communication RH dont parlait Pauline, aujourd'hui c'est devenu indispensable. Parce que les candidats ont tous les outils pour aller ensuite rechercher plus d'informations. Donc on doit aller au-devant. Si vous voulez marquer des points par rapport à un candidat, il faut que vous soyez en avance de phase et que vous soyez en capacité d'apporter déjà les infos auxquelles il pourrait avoir un intérêt. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'un candidat, il a un métier de prédilection, mais il va choisir une entreprise, en fait. Et c'est comment je fais ressortir mon entreprise et est-ce qu'il y a une adéquation entre le candidat et l'entreprise ? Parce que beaucoup ont rencontré ça, c'est-à-dire le métier correspond parfaitement, mais l'entreprise, l'ADN de l'entreprise ne me correspond pas. Et c'est important que sur la plateforme, on ait ces informations pour se dire oui, ça correspond au métier que je veux et oui, ça correspond aux valeurs que je porte. Et donc, on a des interfaces précises pour pouvoir dire voilà l'entreprise, voilà les valeurs de l'entreprise, des photos aussi, des locaux, pour permettre de donner envie et de projeter le candidat dans « venez dans mon entreprise, c'est l'entreprise qu'il vous faut ». Aurélien, c'est là où finalement on met la data que vous avez, vous deux de chaque côté, au service à la fois du candidat et du recruteur. La data, ça doit servir la pertinence de ce qu'on a à raconter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Qu'à partir du moment où on est capable d'analyser un comportement, on va juste être en capacité de proposer la bonne réponse. Et la communication RH, c'est la partie proactive. Les solutions qu'on a de diffusion d'annonces, on va nous y apporter toute notre intelligence et toute notre pertinence. Et la communication RH, c'est construit avec le pro. Et nous, on essaie de l'orienter le mieux possible pour qu'il envoie les bons messages. Si on devait résumer, Pauline, vous, ce que vous retenez, les points saillants de ce marché de l'emploi immobilier qui est très particulier, c'est quoi ? C'est de communiquer sur leurs offres d'emploi directement sur le Bon Coin, mais aussi de communiquer sur leur marque employeur avec les dispositifs de communication que nous leur proposons pour ne pas être que en situation passive d'attente et d'utiliser bien sûr la CVTech pour être vraiment encore plus proactif. C'est d'utiliser l'ensemble des dispositifs disponibles pour pouvoir vaincre cette pénurie et cette difficulté parce qu'en effet sur le secteur de l'immobilier c'est beaucoup plus difficile de recruter que sur les autres secteurs d'activité en ce moment. Merci, on va parler maintenant des attentes en matière d'immobilier des Français qui elles aussi évoluent, sans doute d'ailleurs renforcées par la crise sanitaire. Y a-t-il un réel exode urbain ? On en parle tout de suite. Et donc, je le disais en introduction, les confinements ont fait évoluer évidemment... Je le disais en introduction, les confinements ont donc fait évoluer les attentes des Français, les envies des Français en matière d'immobilier. Et je lisais par exemple, et je pense que vous l'avez tous vu, qu'en cette rentrée 2021, Paris comptait 6000 écoliers en moins dans le primaire et en maternelle qu'en 2020. Valérie Bohin, vous êtes journaliste, vous êtes créatrice du podcast Ciao Paris. Est-ce que justement il y a vraiment un exode urbain comme tend à le montrer ce chiffre ou ça reste quand même très mesuré ? Alors, c'est un peu tôt pour parler d'exode urbain, en tout cas pour ce qui concerne Paris. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un mouvement de décroissance. Paris est en solde négatif, mais ça depuis les années 70-80 déjà. Et là, ces 5 dernières années, la capitale perd à peu près 11 000 habitants par an. Et cette année, le confinement, alors ça n'a pas provoqué de départ parce qu'il y a cet exode de Paris, enfin des Parisiens vers les grandes villes et des habitants des grandes villes aussi vers les villes moyennes à la périphérie, enfin proche de chez eux. Mais ça a vraiment, en tout cas, remis en priorité cette envie de partir qui était là pour beaucoup de Parisiens depuis des années, qui se posaient la question, qui étaient pour la plupart retenus par le boulot. Et puis aujourd'hui,
avec la pandémie et la mise en place du télétravail, il y a aussi d'autres modes de vie et de travail qui se mettent en place et qui permettent justement cet exode. Oui, le confinement finalement a peut-être été un simple élément déclencheur et le télétravail permet aujourd'hui quelque chose qui peut-être n'était pas possible avant. Ouais. Oui, ça a été un catalyseur, vraiment. Et vous constatez, vous, une espèce d'entonnoir, c'est-à-dire ce n'est pas seulement réservé à notre prisme parisien, il y a aussi les villes, les métropoles de province qui, elles, irriguent ensuite vers des villes plus moyennes? Oui, en réalité, la migration des Parisiens, elle est assez minime. Si on compare à celle qui se fait depuis les grandes villes françaises, la migration des Parisiens, elle est vraiment minoritaire. Aujourd'hui, il y a vraiment, effectivement, ça se fait en étoile. Les Parisiens vont vers les grandes villes françaises pour la plupart. Et les villes moyennes, elles, voient leur population grandir avec les anciens Bordelais, les anciens Montpelliérains, Marseillais. Alors justement, Aurélien, vous qui écoutez tous ces signaux sur votre plateforme, quels sont-ils ces signaux? Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que finalement, comme disait Valérie, l'exode reste encore assez mesuré finalement? Déjà, la migration, elle est choisie ou elle est subie. Parce qu'on prenait l'exemple de Paris. Mais pour prendre la situation de la migration, elle est subie, c'est que ça devient juste un enfer de se loger à Paris. C'est que parfois les gens ils quittent Paris parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est parce que ça devient hors de prix. Ça a pris un peu de plomb dans l'aile, mais l'essor d'Airbnb dans la capitale parisienne a fait aussi que l'accès à des habitations en acquisition est devenu encore plus compliqué. Donc, vous avez déjà cet essor-là, mais il n'est pas corrélé à la crise sanitaire. Sur les mouvements choisis, pour l'instant, je le nuance. Parce que nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'envie de mouvement pendant le plus dur de la crise sanitaire. Donc c'est là où on a vu nos audiences exploser. Je vous arrête tout de suite. Vous êtes capable de mesurer l'envie de mouvement? En fait, vous êtes capable de mesurer la différence entre l'évolution de votre audience et la disparition de vos annonces. D'accord. Qui sous-tendent qu'il y a eu une concrétisation du projet. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en août de l'année dernière, on a atteint des pics d'audience à 17 millions de visiteurs uniques. Donc c'était du plus 30% par rapport à l'année dernière. Mais on n'a pas vu sur le secteur immobilier. Juste sur l'immobilier. Ouais. Mais on n'a pas vu les volumes d'annonces s'effondrer. Donc ce qu'on a pu ensuite identifier, c'est que sur la période assez courte des 6 mois qui ont suivi la sortie de crise du premier lockdown, les gens qui concrétisaient un mouvement, c'était déjà plus des résidences secondaires et c'était des projets qui avaient déjà été amorcés avant. Donc, peu d'impact dans les 6 premiers mois. Là, moi, je suis très intéressé d'observer ce qui va se passer parce qu'on rentre dans un deuxième cycle qui est la normalisation des règles de télétravail par toutes les entreprises. C'était le sujet de la rentrée dans beaucoup de boîtes. Donc, normalement, il y a beaucoup de personnes qui maintenant y voient beaucoup plus clair sur les règles du jeu et on va peut-être tout d'un coup voir effectivement des gens qui vont soit arbitrer une mobilité en province, soit arbitrer sur le pied-à-terre à Paris et puis ma résidence principale. Donc j'attends de voir ce qui va aussi se passer dans les 6 mois. La seule différence, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas de mandat. Et il y en a d'autant moins en province. C'est vrai? Il n'y en a pas. En fait, le rapport de force s'inverse, c'est-à-dire que là où vous aviez une tension très forte et avec un impact sur les tarifs très forte, en particulier à Paris, on voit que l'inflation des tarifs à Paris a tendance à se tasser. Et vous allez voir des explosions du prix au mètre carré dans les villes entre le top 10 et le top 50 des villes de province. C'est là que la plus grande dynamique s'opère. Une ville comme Nantes aujourd'hui est une ville qui va devenir de plus en plus chère. Forcément, ça a un effet ricochet. Est-ce que c'est de matière à ralentir, selon vous, selon les gens que vous interrogez dans les podcasts, Valérie, est-ce que c'est de matière à ralentir les envies, à réfréner les envies? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je parle, de Parisiens avec qui je parle, qui aspirent à vivre notamment au bord de la mer et qui ont beaucoup de mal à trouver. C'est vrai que ça ressort aussi dans les chiffres. On voit que toutes ces villes moyennes, entre 5 000 et 30 000 habitants, qui séduisent beaucoup les urbains, aujourd'hui, il y a une vraie tension immobilière. Et voilà, et avec en particulier le littoral où ça devient effectivement très, très difficile. Est-ce que c'est pas lié aussi à notre imaginaire de Parisien? On se dit, allez, si je quitte Paris, eh bien, je veux une super grande maison, un super grand jardin, l'accès à la plage à 5 minutes. En fait, je veux tout, quoi. Ouais.
Ça, Oui, et puis on a un peu l'impression parfois qu'en vendant son appart ou sa maison en région parisienne, on va pouvoir racheter un boulevard et pas du tout. Effectivement, là, alors c'était déjà pas le cas avant le confinement, et là, effectivement, avec une hausse des prix qui est quasiment autour des 7%, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que ça devient effectivement de plus en plus serré. les critères de recherche des Parisiens qui veulent partir, c'est quoi justement? C'est les jardins, tout ça, on en a beaucoup parlé, mais ça se revoit, ça se retransmet aussi chez vous? Ils n'existent pas en fait sur notre plateforme. C'est vivre mieux, super, apéro sur ma terrasse. C'est ce que vous disiez. L'immobilier, il y a une part de rationnel quand on doit faire le chèque, mais il y a une énorme part d'irrationnel. C'est un truc d'affect, quoi. C'est pour la famille, c'est pour le bien-être, et c'est encore plus pour le bien-être. Donc, les requêtes aujourd'hui, et on les a vues fleurir quand on était en plein confinement, on a vu des requêtes sur terrain, espace vert, terrasse, piscine, voilà. Toutes ces requêtes, on les voit. On voit évidemment exploser les requêtes sur les maisons par rapport aux appartements. On voit que le rapport de force, il change aussi, avec extérieur, avec balcon. Donc ça quand on parlait de la data tout à l'heure, c'est des signes qui vous permettent de comprendre qu'il y a un changement de comportement, assurément. Et il faut une pièce pour le bureau aussi maintenant. Parce que là, le travail se déplace à l'intérieur du foyer. Donc, on réorganise aussi à l'intérieur de la maison qu'on a actuellement ou qu'on projette d'avoir quand on veut dire ciao Paris. Effectivement, il faut prévoir un bureau, parfois deux, parce que parfois le conjoint qui télétravaille aussi devient votre collègue de bureau. Donc, il faut souvent des grands espaces aussi pour... Ça veut dire qu'on a changé peut-être aussi la façon dont on rédige les annonces, on ne met plus en avant les mêmes choses? Je ne suis pas certain qu'on ait encore opéré ce mouvement-là, puisque pour l'instant, l'envie, le fantasme, elle est du côté de l'acheteur, donc lui, il reçoit l'information. Ce qui est sûr, c'est que c'est un élément dont nous, on a pris acte, puisque maintenant, dans le corps de nos annonces, on met en avant ce qu'on appelle l'atout des biens. C'est-à-dire ces quelques mots-clés qu'on a détectés dans le cœur d'une annonce et qui peuvent tout de suite marquer. Donc piscine, grand terrain, dès qu'on a en fait quelque chose qui peut créer la différence, ça fait quelques semaines qu'on a cette fonctionnalité-là, c'est mis en avant aussi, pour avoir une lecture plus immédiate. Est-ce que Valérie, vous avez le sentiment que ces départs-là sont permanents, ou est-ce que finalement ce sera peut-être un peu plus mitigé? Alors, encore une fois, je pense que c'est vraiment... c'est l'avenir qui nous le dira. Après, il y a déjà... moi, j'ai lancé le podcast il y a 1 an, même si ça faisait déjà un petit moment que je prévoyais de le lancer, mais le confinement m'en a empêché. Donc, j'ai lancé ce podcast en juin l'année dernière. Des personnes avec qui je parlais en juin dernier qui sont parties, il y en a certains avec que j'ai rencontrés qui reviennent aujourd'hui. Alors, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et il y a aussi la dimension télétravail qui déterminera et les conditions dans lesquelles se mettra en place le télétravail, qui déterminera si c'est un exil permanent ou un exil plus perpétuel. Plus perpétuel, ouais. Et alors, moi, la question que je me pose, Aurélien, c'est est-ce qu'il y a eu un effet aussi sur les résidences secondaires? Alors là, vous allez me dire, évidemment, il faut aussi en avoir les moyens, bien sûr, mais est-ce qu'il y a eu un essor aussi sur les résidences secondaires? Il y en a eu un, mais pour l'instant, il y a un facteur déterminant, vous l'avez dit, c'est quand même le pouvoir d'achat. Ça, c'est sûr. L'avantage de la résidence secondaire, c'est qu'on peut rétro-pédaler plus facilement. Parce que là encore, moi je suis curieux de voir ce qui va se passer dans 2 ans. Parce que le plus important, c'est le projet. C'est pourquoi on s'en va. Si on est clair sur son projet. Donc les résidences secondaires, oui, je pense que c'est quelque chose qui va se développer, mais qui va certainement prendre plein de formes. Moi, je suis convaincu qu'on va avoir apparaître des colocations de résidences secondaires. Des colocations de résidences secondaires. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui vont décider qu'ils vont acheter un bien à plusieurs et puis ils vont se le partager pour des moments de télétravail ou pour des moments de résidence secondaire. Je pense qu'il y a des gens qui vont reconsidérer, s'ils en ont les moyens, la manière dont ils vont investir leur habitat entre 2 endroits. Où est mon vrai lieu de vie? Est-ce qu'il est à Paris ou est-ce qu'il est en province? Une fois que j'ai arbitré ce truc-là, quelles sont les superficies ou les ressources que j'alloue à l'un et l'autre des 2 projets? Mais ça, je pense qu'on y verra plus clair dans 1 an, quand les gens auront vécu 1 an de vrai télétravail choisi,
et arbitrer ce qu'est le vrai projet. C'est intéressant cette question de la motivation, Valérie. Quelles sont les motivations des gens que vous interrogez dans vos podcasts quand ils partent de Paris ? Clairement, c'est la qualité de vie. Ce qu'on appelle la qualité de vie, ça regroupe beaucoup de choses, mais c'est vrai que tout ce qui... Enfin, en tout cas, quand on vit dans une capitale, la qualité de vie, souvent, on rogne un peu dessus. Parce qu'on manque d'espace, on a souvent un logement qui n'est pas aussi grand que ce qu'on voudrait, on n'a pas toujours d'extérieur, on manque un peu de nature, on court, on a des temps de transport qui sont longs, énergivores. Tant qu'on était dans la vie normale, c'était acceptable et on était sur un solde positif. Le confinement, ça a mis tout ça dans un solde négatif. Donc les motivations, c'était retrouver cette qualité de vie sur laquelle on rogne depuis des années et on se dit ok, c'est pas grave parce que mon boulot est cool, parce que j'ai mes amis, parce que j'ai une vie culturelle intense et à proximité, parce que je suis dans un pays centralisé. Donc Paris, c'est là où ça se passe. Je suis là où ça se passe, donc on accepte. C'est vrai que là, aujourd'hui, ça a remis dans les motivations la qualité de vie au premier plan. Et il y a aussi, on a subi beaucoup de choses durant cette... et on le sent dans ce que vous dites aussi, par rapport au marché de l'emploi, où les rapports de force se sont inversés et on a envie de reprendre la main, en fait, sur son mode de vie, sur sa qualité de vie et aussi sur son... Enfin, ça se joue aussi, ça a des répercussions aussi sur l'emploi. Alors, pour revenir sur les prix, vous le disiez, Aurélien, ça génère effectivement des tensions. Vous parliez de Nantes, mais je crois qu'il y a Reims aussi qui est un exemple significatif. Et alors, vous avez mis en place le Bon Observatoire. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ça part d'une approche un peu déontologique de la data. C'est-à-dire qu'en gros, on a la chance d'avoir une data extrêmement riche qui reflète les comportements des Français dans leur quotidien, toutes thématiques confondues. Et la question, c'était de se dire... Est-ce que c'est une data qu'on garde bien précieusement pour nous en banque et puis on la donne une fois de temps en temps à nos partenaires ? Ou est-ce qu'en fait on essaie de développer quelque chose, ce bon observatoire, qui va nous permettre de modéliser cette data pour la rendre facile à consulter et la partager ? Et en fait c'est le choix qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui on préfère avoir ce bon observatoire qui sur toutes nos thématiques va vous donner les informations essentielles, les tendances, les enseignements que l'on a pour les partager avec nos clients, avec nos prospects, pour entreprendre des conversations avec eux sur la base de ces informations partagées et de voir comment les solutions qu'on a normalement pensées en conséquence de ces résultats-là peuvent les aider. Et donc le Bon Observatoire, il en est à sa première année et l'objectif, c'est que année après année, on l'étoffe de plus en plus de questions, de plus en plus de sujets qui soient le plus pertinents en fonction des marchés, que ce soit sur l'emploi, l'automobile ou l'immobilier, pour que ça devienne un vrai outil de travail. C'est l'ambition qu'on en a en tout cas pour tous nos partenaires. Et ils s'en servent, là, ça y est, vos partenaires déjà ? Vous avez des retours ? J'aimerais vous dire que oui, mais c'est tout notre travail d'évangélisation, de faire connaître. Aujourd'hui, c'est un petit peu tôt. Mais vous voyez, vous m'avez donné déjà une super vitrine, donc on a fait plus de 10 000 clients, là, c'est sûr. Au moins. Au moins. Vous disiez que ce qui vous intéressait finalement, c'était de vous projeter à 2 ans. Est-ce que l'un et l'autre, vous pensez qu'on pourrait avoir des choses assez hybrides ? On parlait des résidences secondaires tout à l'heure, mais pourquoi pas des résidences qui soient semi-principales, en fait, un peu inversées, avec j'ai un petit appart à Paris et une plus grande maison en province, et je fais 3 jours à Paris, 2 jours en province. Valérie, vous y croyez, vous, à ça ? Oui, c'est en train de se mettre en place. Après, à voir si ça perdure. Le télétravail, c'est beaucoup de solitude aussi. Et ça rebat les cartes de la vie privée, parce que si on est 2 à télétravailler dans un couple par exemple, votre mari devient votre collègue de boulot, mais du coup ça s'arrête pas à la fin de la journée, on le quitte pas. Donc ça change les rapports quand même. Ça change les rapports, ouais. Donc il faut voir si ça tient sur la durée. Il faut voir aussi en termes de coûts ce que ça va représenter, parce que télétravailler, ça nécessite aussi forcément de revenir voir ses collègues. On le distanciel, enfin à un moment il faut revenir, faut se rencontrer, faut se voir, se réunir pour pouvoir travailler, mais aussi à des moments juste de vivre ensemble, de déjeuner ou autre, pour garder le lien. Et donc il faut voir si sur la durée financièrement ça tient aussi dans les budgets des familles. Ce qu'on verra, ce qui était intéressant aussi vous parliez des résidences secondaires qui deviennent un peu semi-principales. Il y a aussi des différentes offres d'habitation
parlait de colocation, des appartements à Paris qui sont déjà aujourd'hui proposés à la location ou à la colocation justement pour les télétravailleurs. Des endroits où ils peuvent venir 1 jour, 2 jours par semaine, laisser leurs affaires dans un coin, tout ça en appartement partagé. C'est des choses qui existent déjà et qui vont se développer. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet et qui sont en train de mener notamment des études. Et j'imagine que quand quand même un point important parce que vous l'avez souligné, c'est un luxe d'avoir une résidence secondaire. Dans la vraie vie, Ouais. il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre d'avoir une résidence secondaire. Donc quand on parle de changement radical, oui, pour une certaine population qui en a les moyens. Donc la question qu'on pourrait se poser par rapport au coût, puisque c'est un sujet qui va beaucoup occuper ce marché dans les années qui viennent, avec l'évolution du DPE et la classification de certains habitats avec les diagnostics énergétiques, est-ce qu'il n'y a pas un coût à jouer pour travailler à la fois la rénovation énergétique de ces biens qui aujourd'hui vont être difficiles à vendre, mais qui vont peut-être se vendre à très faible prix, pour travailler la destination de ces biens, pour en faire des résidences secondaires ou de la colocation secondaire, mais accessible. Parce que je le redis, aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent de s'offrir ce luxe-là. Surtout qu'en plus, on n'a pas un choix immense de destinations. On parlait des villes moyennes tout à l'heure, mais il faut que ce soit accessible rapidement en train, en voiture ou que sais-je. Il faut que ce soit évidemment fibré ou autre, parce que le télétravail nécessite aussi ce genre de ressources. Donc en fait, le choix finalement reste assez restreint, Valérie. Il n'est pas si restreint que ça. Aujourd'hui, la fibre, elle est quasiment... non, elle n'est pas... Bon. Pas encore complètement. Non, mais en réalité, Marseille est à 2 heures de Paris. Oui. Moi, j'ai choisi Toulouse, j'ai choisi 4 heures. Je n'ai pas choisi plus simple. Mais Bordeaux est à 2 heures, Nantes est aussi très proche. Dans les villes moyennes, il y a de plus en plus d'endroits de coworking qui sont créés, qui, eux, sont fibrés. Qui sont équipés aussi. Donc, il y a beaucoup de municipalités et de communautés. Communauté d'agglomération. Voilà, merci, pardon. qui travaillent justement pour cet aménagement technologique qui est très important. Ils en ont besoin, c'est en cours. Et il y a quand même énormément d'endroits en France où on peut télétravailler avec la fibre. Alors, un conseil peut-être pour ceux qui voudraient le faire, qui voudraient dire ciao Paris, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut peut-être surtout ne pas faire? Alors, moi, je préfère le prendre par le côté positif, mais je dirais que pour moi, la première chose, c'est de partir pour soi. Parce que quand on est dans un projet de famille, de couple, je dirais qu'il faut vraiment trouver les raisons pour soi. Vous parliez de projet tout à l'heure, de quel est votre projet. C'est aussi une question qui est très importante. Il y a le pourquoi je pars. Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Qu'est-ce que je veux retrouver? Donc, il y a le pourquoi en un seul mot, mais il y a le pourquoi aussi en 2 mots, et qui est la question du sens. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quelles sont les valeurs? Il y a quand même une aspiration globalement de ce que je peux sentir des témoins de Ciao Paris à une forme de sobriété aussi dans leur vie. De ralentir, une conscience écologique alors qui est très forte pour certains, qui s'éveille pour d'autres, qui a besoin de se mettre en place dans le quotidien. Et je dirais que la dernière question à se poser, c'est la question de la fuite. Qu'est-ce que je fuis? Et voilà, d'essayer de ne pas être dans la fuite. Merci beaucoup pour ces conseils, Valérie Bouin. Je rappelle que vous êtes journaliste et créatrice du podcast Ciao Paris. Pauline Roche, directrice du marché emploi chez Le Bon Coin. Aurélien Flamand, directeur du département immobilier chez Le Bon Coin. Merci d'avoir été avec nous et passez une très bonne journée à tous sur le Salon Rent.